Voilà, donc justement, à propos de la prescription médicamenteuse, donc c'est intéressant aussi de travailler de manière indirecte avec les médecins. Et donc, on a vu à propos de vos remarques en tant que neuropédiatre, donc justement des croyances, des convictions, etc. C'est normal, nous aussi en tant que psy, on a des croyances et des convictions, bien sûr. Tout le monde en a, je suis tout à fait d'accord. Mais l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir les remettre en cause et de pouvoir agir de façon, je dirais, à changer. Car effectivement, le changement, c'est quand même le principe des psychothérapies. Et en tant que psychothérapeute psychanalyste, je travaille surtout là-dessus. Donc là, je vais vous présenter plutôt quelque chose qui a à voir avec la formation continue des médecins. Bien que ces groupes BALINT que je vais tout de suite vous décrire, je les emploie aussi avec des psychologues et maintenant avec des magistrats et des policiers, puisqu'en fait, il s'agit essentiellement de travailler sur la relation. Alors évidemment, avec les médecins, il s'agit de la relation médecin-malade. Avec les psychologues, il s'agit des relations patient-psychologue. Et avec les magistrats, il s'agit des relations avec prévenus, famille et magistrats. Donc c'est simplement pour vous parler du point commun qui est en réalité donc la question de la relation. Donc là, on va parler de la fonction thérapeutique. Parce que très souvent, les médecins confondent la fonction médicale, c'est-à-dire leur rôle de médecin, et la fonction thérapeutique, c'est-à-dire leur capacité à soigner l'être dans sa globalité. Et avec nos internes qui sont formés donc à la faculté de médecine, pardonnez-moi, de Strasbourg, voilà, il faut que je précise, le rôle de la faculté est vraiment prégnant et c'est vrai, on l'a déjà déploré avec Isabelle Bouls, le fait qu'il y ait pour les sciences humaines une portion vraiment extrêmement congrue puisque psycho 12 heures, anthropo 4 heures, sociologie, bon maintenant il y a de l'économie aussi, c'est intéressant, mais bref, je pense qu'on est essentiellement centré dans les facultés de médecine sur les connaissances objectives et évidemment ce volant de cette souplesse, elle est très difficile à acquérir. Donc nous on intervient en 4e année et à ce moment-là on propose un enseignement de 6 séances, donc seulement 6 sessions, 6 séances, où on va pouvoir parler justement de cette fonction thérapeutique. Cette fonction thérapeutique donc, qui est à différencier de la pratique iatrique, donc ce suffixe grec qui montre tout simplement le fondement de la médecine sur l'organicité et donc les liens objectifs entre un symptôme et une maladie. Donc, comparativement, bien sûr, la fonction thérapeutique, c'est d'agir sur le sujet, sur sa famille et sur le sujet dans son système. C'est-à-dire que là, on va aussi aborder l'institution. Et pas seulement l'institution familiale, mais aussi l'institution médicale. Donc les publications, bien sûr, si on regarde sur PubMed par exemple, la littérature sur les groupes BALINT est assez limitée. Donc je vais vous décrire bientôt cette méthode, mais aujourd'hui par contre elle augmente et en particulier donc des études montrent que le fait de participer à ces groupes de formation augmente les capacités empathiques des médecins, donc des futurs médecins, dont vous savez peut-être qu'au bout de la 3e année, l'empathie des médecins chute absolument radicalement, alors que c'est un élément bien sûr essentiel de la relation avec les patients. Également, on a travaillé sur l'amélioration des aptitudes cognitives avec les groupes BALINT et également, puisqu'on parlait du burn-out parental tout à l'heure, sur le burn-out, bien sûr, les groupes BALINT donc, diminuent le burn-out. Donc ces études, elles sont vraiment internationales et ce qui est intéressant, c'est de voir que les groupes BALINT, par exemple, je travaille juste à côté de l'Allemagne, donc je rencontre souvent des praticiens allemands qui me disent nous, les groupes BALINT sont obligatoires à la fac de médecine depuis 30 ans. Et d'ailleurs, ces groupes ont commencé à être mis en place dans les années 70. Donc si jamais vous tapez sur internet groupe BALINT, vous allez par exemple avoir des vidéos de groupes qui, donc ce sont des groupes de supervision si vous voulez, de groupes qui avaient déjà lieu dans les années 70 en France et vous avez des vidéos où vous pouvez faire de l'ethnologie là carrément, des vidéos de jeunes praticiens qui pratiquaient déjà cette supervision.
Donc, quels sont nos questionnements actuels, donc notre problème général de recherche, hein, c'est de voir qu'est-ce qui est transmis finalement dans l'enseignement de la médecine, et bien sûr ce hidden curriculum qu'on ne connaît pas ou dont on n'a pas conscience. En réalité, il transmet aux médecins français, je vais m'exprimer pour les médecins français, des rapports hiérarchiques codifiés et un sentiment de toute puissance verticale, hein, évidemment hiérarchique, pyramidale à la française. Donc, en revanche, ce qu'on observe, c'est que la souffrance due au métier, due à la rencontre avec des gens eux-mêmes en détresse, va augmenter la charge mentale, évidemment, et va entraîner progressivement, justement, les conséquences du burn-out, qu'on retrouve aussi chez les parents, puisque, je ne sais pas si Maria est toujours là, oui, voilà, vous êtes toujours là, hein, qu'on rencontre toujours aussi chez les parents, c'est ce sentiment à la fois de vulnérabilité, de fragilité, et en même temps, ce cynisme. Alors, par rapport aux enfants, effectivement, c'est effroyable de voir comment les enfants peuvent être dépersonnalisés, mais vous le savez, en médecine, comment les patients sont dépersonnalisés, c'est une des conséquences, effectivement, de l'épuisement émotionnel. Et par ailleurs, la dénonciation de certaines pratiques, alors en France, c'est très récent, et on l'a vu dans le journal Le Monde par exemple, hein, on l'a vu dans des vidéos aussi réalisées par des internes en médecine eux-mêmes, hein, sur le harcèlement sexuel, sur le bizutage, et j'en passe, sans parler des suicides. Par exemple, un cardiologue qui s'est jeté du haut de la HEGP, donc l'hôpital européen Georges Pompidou. On a eu récemment une oncologue qui s'est également suicidée à Paul Strauss à Strasbourg. Donc vous voyez que ce sont des choses qui sont très proches de nous et évidemment extrêmement difficiles à supporter, et les internes sont très sensibles dès qu'ils apprennent le suicide d'un collègue. Donc les difficultés à devenir médecin, alors ça c'est très intéressant parce qu'on ne peut que les approcher lorsqu'on fait des études de vocation. Les études vocationnelles, alors nous on les fait beaucoup en psycho, puisque je suis prof à la fac de psycho, mais je suis aussi prof à la fac de médecine, et on les fait de plus en plus à la fac de médecine, justement en demandant aux jeunes en deuxième année, parce que pour l'instant, vous savez qu'avec les modifications de la PACES, on va encore changer tout ça, mais on leur demandait encore jusqu'à l'année dernière pourquoi ils voulaient être médecins. Et c'est vraiment intéressant de voir que finalement, psychologues et médecins veulent être psychologues et médecins pour les mêmes raisons, être utiles, rencontrer des gens. Ça, c'est vraiment le plus important, et on voit comme ça cet investissement sur la relation qui est très très puissant et qui est encore, comme vous le savez, un facteur de burn-out, puisque plus l'idéal est élevé et plus on va avoir du mal à accepter la réalité. Donc bien sûr que la prescription d'examens, de comportements comme nutritionnels, etc., de médicaments, va plus ou moins compenser la frustration. Mais ça compense la frustration du côté de la toute-puissance. Hein. Moi, médecin, je sais, donc je vous prescris tel ou tel programme. Et les patients, bien sûr, semblent justifier un investissement sans nuance ni réflexion. Alors là, j'exagère un peu parce que, en fait, ceci concerne surtout les médecins hospitaliers. Parce qu'en revanche, pour les médecins généralistes que je forme, il y a beaucoup plus de critiques, beaucoup plus de discussions, etc. Mais par contre, la perception du médecin hospitalier est encore assez rigide et assez paternaliste, patronizing, comme on dit aux États-Unis. Donc vraiment, les médecins sont partagés entre l'envie d'être comme ça tout puissant, avec un jugement infaillible, et en même temps l'envie de discuter, de parler de la vie avec leurs patients. Donc, quels sont nos objectifs de recherche? Ils sont simples. C'est une recherche-action, cette fois-ci, sur le terrain de la pédagogie. Notre objectif, c'est de développer donc la fonction thérapeutique de ces jeunes médecins. Ils sont internes en médecine, afin qu'ils utilisent la relation avant de prescrire. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment de diminuer ici les prescriptions médicamenteuses. Et donc, le groupe Balit est typiquement ce que j'appelle une pratique transitive, c'est-à-dire qu'on va travailler indirectement sur les patients et sur, bien sûr, leur bien-être. Donc, il s'agit évidemment, pour ce faire, de modifier cette approche médicale.
Donc nos méthodes sont assez simples. Je rappelle qu'on travaille ici sur la pédagogie. Donc en fait, on va enregistrer les groupes Balint avec l'autorisation bien sûr des participants. Ces groupes vont être, les données vont être entrées dans le logiciel Alceste et on va faire une analyse thématique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu une formation spéciale pour Alceste et on est vraiment très content de ces résultats. Et on a donc 63 comptes rendus de ces séances Balint qui durent donc 2 heures. Et on va les comparer bien sûr avec les études internationales et on va aussi les comparer avec les expériences françaises puisque dans un certain nombre de facultés, Nice, Rennes, Paris, Bobigny, etc., je ne sais pas ce qu'il en est pour Montpellier, on a donc des expériences tout à fait équivalentes. Donc chez nous, ça fait 9 ans qu'on pratique ces groupes Balint, depuis les années 80 en France, depuis les années 70 au Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Hongrie, Israël, États-Unis, et en revanche, donc peu d'études sur les effets de ces groupes Balint, à part actuellement sur l'empathie, le burn-out et les prescriptions. Donc quel était le projet de Balint? C'était, j'ai saisi tout simplement sa phrase, permettre aux médecins de saisir d'un regard nouveau leur expérience de tous les jours et d'apercevoir des problèmes qui, ignorés de la médecine, causaient beaucoup de travail inutile et aux malades beaucoup d'irritation et de souffrance également inutiles. Donc quelques concepts, de façon à ce que vous soyez un petit peu éclairés. Le concept du physician drug, donc le médecin-médicament. Alors vous voyez, à l'époque, on est dans les années 60, on compare bien sûr la relation à un médicament, puisqu'on est dans le développement industriel des médicaments. Donc c'est logique, on est vraiment dans une histoire particulière qui est celle d'avoir tout misé sur ces traitements, mais on le comprend. Il est clair qu'en psychiatrie, à partir du moment où on a découvert les neuroleptiques en 1956, évidemment qu'on a complètement changé d'option et que ça a aussi permis à des patients psychotiques, dits psychotiques, de réaliser par exemple des psychothérapies, d'avoir accès à la parole. Donc, le médecin peut pratiquer sa psychothérapie tempérée, mais attention, il faut qu'il l'apprenne. Et là, on se heurte à un petit problème avec les médecins, c'est qu'ils pensent qu'ils sont thérapeutes. Mais évidemment, ils ne savent pas qu'il faut une formation approfondie. Donc, autre concept de Michael Balint, donc la fonction apostolique du médecin. Alors ça, on connaît bien. C'est une attitude inconsciente qui consiste à prêcher au patient ses propres théories, donc les théories du médecin, et à le convertir, évidemment, non seulement à la bonne pratique médicale, mais aussi à ses croyances personnelles et ou théoriques sur la maladie. Autre concept, la collusion de l'anonymat, c'est l'idée que, bien sûr, aucun médicament n'a les mêmes effets sur des malades atteints par la même maladie, et que, par contre, chaque médecin a des effets propres sur chaque malade. Donc, en réalité, les médecins ne sont pas interchangeables. Et donc, si on pense que finalement, on peut passer par exemple d'un oncologue à un autre oncologue ou d'un médecin généraliste à son remplaçant, on se trompe bien évidemment, puisque en aucun cas, la relation n'est la même. Donc, l'anonymat, ça ne fonctionne pas. La dilution des responsabilités, donc c'est la prise en charge par plusieurs médecins qui, en fait, dilue l'alliance thérapeutique du médecin qui, lui, n'entend plus son patient. Donc cette dilution des responsabilités, c'est-à-dire on se passe le patient de spécialiste en spécialiste, si vous voulez, elle ne fait qu'accroître et morceler ce que j'ai appelé le gros dossier du patient. Vous savez, ces patients qui arrivent dans votre cabinet avec un sac en plastique très lourd et qui sortent les examens, les radios, etc. Donc effectivement, ça désoriente les médecins, les équipes et les patients. Alors on passe carrément à la fureur thérapeutique. Certains médecins ne peuvent pas tolérer que leurs patients restent un malade chronique ou ne guérissent pas et malheureusement n'utilisent pas ce concept de Balint qu'il a intitulé « compagnie d'investissement mutuel », c'est-à-dire que les généralistes, au fur et à mesure de leur suivi, évidemment, accompagnent des patients pendant toute leur maladie et pendant toute leur vie. Et donc, c'est cet accompagnement qui est la garantie d'une relation thérapeutique de qualité.
Donc la psychothérapie, alors oui, effectivement, c'est un grand enjeu actuellement, hein. Les médecins généralistes veulent finalement eux aussi pratiquer la psychothérapie, mais ce n'est pas du simple bon sens, hein. Ce n'est pas juste une discussion, la psychothérapie. Et encore moins, ça ne dure pas 10 minutes dans le même cadre que celui du médecin. Donc si on est médecin et qu'on veut être psychothérapeute, il faut changer de cadre. Enfin, la personnalité du médecin est son propre instrument thérapeutique. Mais bien sûr, cette personnalité, encore faut-il qu'elle soit libre, bien intégrée et souple. Donc c'est ce qu'on dit depuis 2 jours, hein. Pour être thérapeute, il faut déjà avoir été soi-même soigné, hein. Il faut faire attention à soi. Et par ailleurs, pour être thérapeute, il faut être aussi équilibré. Ça, c'est quand même le minimum. Or, on a beaucoup de médecins, on a parlé du burn-out, mais on peut parler simplement de la surcharge, qui sont dans un état de déséquilibre absolument évident, sans parler des conditions de travail, hein, travailler donc de 8h à 20h, voire parfois 60 patients par jour, hein, comme on peut le voir en Alsace par exemple. Bon, je ne crois pas que ce soit possible, effectivement, d'utiliser son moi comme instrument thérapeutique. Donc d'autre part, ce que dit Balint, hein, si des sentiments ou des émotions se trouvent suscités chez le médecin pendant le traitement du malade, ils doivent être évalués comme un symptôme important de la maladie du patient. Hein, c'est-à-dire que j'identifie mes propres réactions comme étant un symptôme de l'état du patient. Ça, c'est ce qu'on appelle le transfert. Voilà, donc comment fonctionne un groupe Balint? Eh bien, c'est simplement une dizaine de médecins qui se réunissent tous les 15 jours ou 3 semaines autour de ce qu'on appelle des leaders. Bon, on a pris le terme anglais, mais en fait, ce sont des animateurs, tout simplement, hein. Donc là, nous, on est 2, un médecin et un psychiste, psychologue, psychiatre, et ou psychanalyste. Et donc, que se passe-t-il? Eh bien, il y a quelqu'un qui présente un cas, et on va travailler sur ce cas, mais attention, au niveau des relations. Et Balint insiste pour dire que ici, ce n'est pas la psychothérapie du médecin qui se passe, hein. C'est l'analyse du cas présenté par un médecin sous l'angle de ses relations avec son malade. Donc la présentation du cas, c'est un cas actuel qui est en cours. Pour nous, c'est très important que le médecin puisse revoir son patient et finalement nous reparler à la séance suivante de ce qui s'est passé avec le patient au regard de ce qu'il a pu présenter. Bien sûr, donc, il confronte son matériel au groupe. Ensuite, le groupe des médecins va poser des questions, donc va clarifier l'histoire. Puis, il est possible d'interpréter les réactions du médecin. Et enfin, il y a une perlaboration, c'est-à-dire qu'il y a un Durcharbeitung, comme disait Freud, c'est-à-dire un travail du cas au fur et à mesure des séances. Donc les règles de fonctionnement, bien sûr, ce sont des règles de groupe habituelles, règles de sécurité, donc l'expression est libre, sans jugement, bien sûr, par les autres. Il y a la confidentialité, il y a un respect mutuel. Et enfin, il y a une règle d'engagement. Alors chez nous, c'est donc 6 séances. C'est vraiment pas beaucoup, hein. Voilà, donc les effets reconnus du groupe Balint, eh bien, donc ça fait, comme vous voyez depuis les années 70, hein, ça fait très longtemps, et effectivement, la relation médecin-malade s'améliore, et d'autre part, le médecin apprend à prendre en compte les représentations culturelles du soin, de la maladie, de la guérison, à mieux écouter ses patients, et surtout à conserver cette capacité d'empathie et relationnelle. Donc il s'agit ici de prendre conscience de ces émotions, de les accepter bien sûr, dans le cadre de la consultation. Alors c'est évidemment ce que nous disent ces médecins, ce double discours. Alors pour eux c'est compliqué parce qu'ils ont aussi ce raisonnement cognitif à tenir par rapport au diagnostic différentiel, on comprend bien, mais au fond c'est une question d'habitude. Ça peut se faire et ça permet par ailleurs de limiter donc l'usure liée à des émotions qui seraient non contrôlées, non travaillées. Il s'agit également de mieux utiliser son attention, de développer son écoute, son honnêteté, son éthique et donc son estime de soi, d'augmenter sa satisfaction professionnelle et ses relations avec les patients difficiles, les familles difficiles, les situations difficiles. Ça, on n'en manque pas. Enfin, on peut avoir une plus grande disponibilité intellectuelle et affective et également une plus grande créativité pour chaque patient. Donc nos résultats. Alors voilà, donc on a fait l'analyse thématique, on a vraiment bien intégré toutes ces datas, toutes ces données.
Et on a effectivement constaté que les représentations culturelles de la maladie, du soin et de la guérison, ça c'était quelque chose que les médecins avaient véritablement découvert. Et le groupe et les leaders donc proposaient là des éléments de comparaison et de critique qui étaient intéressants. Bon, surtout aujourd'hui dans la situation française avec beaucoup de populations étrangères. Donc nous, on a surtout des populations turques, tchétchènes. Bien sûr, on a également des migrants qui proviennent de plus loin, par exemple d'Afrique, voire de Chine. Mais on a surtout cette population tchétchène qui est très difficile parce que trafic de drogue, enfin beaucoup de violence, et les médecins ont très peur. On a eu un médecin assassiné il n'y a pas longtemps. Enfin, vous voyez, donc on est dans des situations évidemment d'une assez grande angoisse. Et là, justement, le fait de pouvoir se parler calmement dans cette atmosphère d'écoute, c'est quelque chose qui à la fois sécurise, mais en même temps permet de développer la pensée. Donc la relation, on va la travailler pendant ces groupes, et on va surtout ne pas se limiter au modèle, parce que très souvent nos internes nous disent qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire pour annoncer la maladie, la mort, etc., etc. Donc on leur dit, écoutez, la solution elle est en vous bien évidemment, et c'est à vous de la chercher, et en groupe c'est encore mieux. Donc, quels sont les besoins exprimés par les internes? Donc, ils veulent mieux exprimer leur attention, développer leur écoute, augmenter leur satisfaction professionnelle, ça c'est surtout important. Et voilà leurs difficultés. Alors, c'est surtout ça qui nous a frappé, c'est qu'on a donc cerné et regroupé les difficultés. Donc déjà, l'incapacité à déterminer qui est le patient. Alors ça, c'est très frappant, très étonnant. Mais en réalité, dans le cadre de la médecine de famille, vous ne serez pas étonné qu'on se dise mais qui est le patient au fond? Parce que les parents viennent pour l'enfant, mais en réalité, c'est bien d'eux dont il s'agit. Hein. Donc ça, c'était le premier point qui était soulevé. Ensuite, l'incapacité à lire le cas. Alors, j'ai employé cette expression parce qu'on la retrouve surtout en Angleterre, hein, to read the case, c'est-à-dire être capable de comprendre de quoi il s'agit et surtout de quoi il s'agit au niveau des éléments latents. Parce que, bien sûr, nos médecins prennent d'abord le manifeste. Hein, mais souvent, c'est pas ça le problème. Donc le manifeste, oui, certes, c'est une bonne chose, mais le latent est également pris en compte progressivement. Et ça, en 6 séances, on voit très très bien l'évolution de ces médecins. Ensuite, donc, leur troisième problème, c'est évidemment cette incapacité thérapeutique, mais qui va jusqu'au blocage, hein, autre que prescrire, donc examen, médicaments, et en fait, des fois, temporiser. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on va se projeter dans une séance suivante, enfin dans une prochaine consultation, de façon à avoir des solutions. Sauf qu'à la séance suivante, à la consultation suivante, les médecins n'ont toujours pas de solution. Donc ils se retrouvent dans ce blocage qui les pousse au passage à l'acte. Enfin, la question du besoin de faire, d'agir, et son pendant, alors ça on l'a retrouvé, alors ce sont de jeunes médecins, hein, de jeunes internes, son pendant c'est la passivité face au patient qui arrive avec son ordonnance mentale si vous voulez et qui instrumentalise bien sûr le médecin. Donc ça c'est aussi un objet de difficulté pour nos jeunes médecins. L'ambivalence, la combinaison d'amour et de haine pour le patient et ou sa famille, et aussi le manque d'intérêt, le manque de désir thérapeutique, l'abandon du cas, l'absence d'investissement. Autre chose, donc la dilution des responsabilités, ça on l'a vu, c'est très présent effectivement chez les jeunes médecins, l'influence du groupe social, l'intégration des préjugés, alors là je peux rappeler tous les travaux sociologiques qui ont été faits par exemple par Sylvie Feinzang, qui est sociologue au CNRS et qui a montré que beaucoup de médecins s'appuient sur vraiment des préjugés de vêtements, des préjugés de classe, etc. La collusion de l'anonymat, ça on l'a vu, hein, les médecins se renvoient pardonnez-moi, le patient pourri, hein, j'ai pris l'expression directement parce que je crois qu'elle était explicite. Enfin, la présentation d'un cas, alors ça on l'a vu dans les groupes effectivement, des médecins qui présentent un cas, on croit que c'est très professionnel, mais en réalité il s'agit de masquer leur propre histoire et leur propre histoire personnelle qui a à voir avec leur vocation médicale.
Donc ça, dans nos sessions de 6 groupes, donc vous voyez depuis 8 ans, on en a fait énormément, mais on s'est aperçu que le travail vocationnel est extrêmement important et qu'il revient en fait de façon récurrente dans les groupes et que nos jeunes finalement ont vraiment besoin de parler d'eux-mêmes et de pourquoi ils sont devenus soignants et souvent à la faveur de la rencontre avec la maladie quand ils étaient petits, avec un grand-parent malade, avec un frère ou une sœur malade, voire mort. Donc nos conclusions. Conclusion 1, donc les internes en médecine, alors ça c'est ce qui nous frappe toujours, qui participent à nos groupes, évoluent extrêmement rapidement et c'est vrai qu'en 6 séances, bon, elles sont d'emblée fixées, donc ils se disent, bon bah voilà, j'ai que 6 séances pour évoluer. Mais en tout cas, en 6 séances, ils évoluent bien et puis alors on a fait faire plusieurs thèses pour montrer que ça tient, c'est-à-dire que c'est efficace au long terme, que pendant ce qu'ils utilisent leur fonction thérapeutique, ils prennent conscience de la place de leur personnalité dans leur pratique. Ils identifient leur moi professionnel, alors ça c'est une grosse demande, et souhaitent le perfectionner. Alors parfois par des supervisions, parce que c'est pas parce qu'on a fait 6 séances de Balint qu'après on n'aura plus besoin d'être supervisé, y compris par des médecins seniors. Ils répondent moins à la demande de prescription, ils utilisent écoute, empathie, soutien thérapeutique et enfin et surtout, ils utilisent le travail en réseau de professionnels parce que hélas, les médecins libéraux sont extrêmement isolés en France. Conclusion 2, les internes donc répondent moins au premier degré aux demandes manifestes des patients. Ils écoutent, ils sont capables d'écouter la dimension intrapsychique d'une demande, tout comme leurs propres attentes inconscientes. Ils s'auto-évaluent mieux et sont sensibles à la surcharge émotionnelle. Alors là, c'est vrai qu'il y a un énorme battage sur le burn-out chez nous, donc ils y font particulièrement attention. Et enfin, ils savent renoncer au tout savoir et adressent plus facilement aux spécialistes. Je vous remercie et suis à votre disposition.